Bonjour à tous. Alors, ce que j'ai envie de vous proposer, parce qu'à ma montre, il est 5h30. J'ai envie de faire une intervention extrêmement courte, 10 minutes. Pourquoi ? Parce que de toute façon, même en une demi-heure, de toute façon, je pense que je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Et puis plutôt de vous donner la parole et de prendre des questions. Hein. Donc, présentation éclair très rapide. Pub, mon message principal, c'est il faut acheter cet ouvrage qui est excellent. De quoi parle-t-il ? Il est en vente à la sortie. Alors, moi je représente aussi ici Alain Grandjean qui n'a pas pu venir et qui vous prie de l'en excuser. Donc, Alain, c'est un ingénieur qui est l'un des meilleurs spécialistes du carbone en France depuis 20 ans. Qui est membre du comité scientifique de la Fondation Nicolas Hulot, qui a présidé le Grenelle sur l'environnement, le débat national sur la transition énergétique, et qui a été chargé l'année dernière pour le président de la République de faire un rapport sur où est-ce qu'on trouve l'argent pour financer la transition énergétique dans le monde. Donc Alain est un ingénieur et j'ai eu la chance qu'il me recrute. Le travail était bénévole, donc je ne sais pas si le terme recruter est tout à fait adapté, mais pour travailler avec lui sur ce rapport, parce que moi je suis une financière, j'ai passé toute ma carrière dans des banques d'affaires, j'ai travaillé à Londres, j'ai travaillé à Moscou, j'ai travaillé à Paris à la Caisse des dépôts, c'était mon dernier poste, à financer des grandes infrastructures d'énergie, de transport et toutes ces choses-là. Bon. Donc Alain et moi on a travaillé ensemble sur ce rapport, vous pouvez trouver le rapport sur le blog d'Alain, alaingrandjean.fr. Et ce rapport a été fabriqué, si je peux dire, en commission interministérielle à l'Élysée pendant 6 mois. Et c'est ce qui a servi de position officielle à l'État français en tant que hôte de la COP 21 sur les recommandations que la France voulait faire donc, dans le cadre des Nations Unies sur comment faut-il financer la transition énergétique dans le monde. Bon. Alors, ce rapport, c'était évidemment un rapport cadré, puisque ce n'était pas l'opinion de Mireille Martini et Alain Grandjean, d'autant plus que le dialogue a été validé, comme je vous ai dit, par l'ensemble des ministères et la présidence de la République. Donc, on a fait tout un travail de recherche, de chiffrage, de questionnement, d'interviews, de rencontres pour ce rapport. Et ensuite, on en a fait un livre qui pour le coup n'est pas cadré. C'est-à-dire, le livre contient un certain nombre de choses qui sont dans le rapport, mais aussi un certain nombre de choses qui sont notre propre opinion. Et en plus, on a voulu faire un livre pas technique, un livre pour le grand public. Alors, dans les interventions que j'ai entendues, j'étais assez proche du discours d'Arthur. C'est-à-dire que le sujet qu'on aborde ici, c'est pas la France, le sujet, c'est le monde. Et c'est la transition énergétique dans le monde. Et dans la transition énergétique, il n'y a pas du tout que le fait de changer le mix énergétique. Comme l'a souligné Arthur, il y a le problème de comment on passe à une économie qui n'est pas dépendante des énergies fossiles. Et le gros problème qu'il y a, évidemment, c'est qu'au niveau mondial, il s'agit de faire ça sans empêcher les pays du Sud, l'Inde, la Chine, l'Amérique du Sud, l'Afrique, de connaître le développement. Bon. Donc, la problématique, elle est mondiale. Et pour le dire en un seul mot, si on sort un peu du cadre français et des problèmes qu'on peut avoir et qu'on met le projecteur un peu plus haut, il y a besoin d'investir beaucoup d'argent. Bon. Alors, juste 2 messages. Le premier message, c'est qu'il y a besoin d'investir beaucoup d'argent. Le chiffre précis, c'est 6 trillions de dollars chaque année pendant 15 ans. Hein. Ça vient d'une commission mondiale présidée par un économiste qui s'appelle Nick Stern. Bon, c'est documenté, c'est chiffré, c'est détaillé, c'est officiel. On sait chiffrer ça. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a une chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si on ne fait rien, ça coûtera beaucoup, beaucoup plus cher que ça. Hein. Donc, l'idée, c'est que
les investissements qui sont nécessaires pour faire cette transition vers une économie décarbonée, c'est en fait une économie par rapport à tous les dommages et tous les coûts astronomiques qu'on va subir si on ne fait rien. Bon. Et la deuxième idée, c'est que aujourd'hui, l'argent est là. 6 trillions de dollars, c'est le montant des obligations annuelles qui sont levées par des banques mondiales dans le monde tous les ans depuis 2006, avec une toute petite exception en 2008 où ça a été moindre. Donc là, excusez-moi, c'est une phrase un peu technique, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si uniquement les obligations des pays occidentaux avaient été consacrées au financement de la transition énergétique depuis 12 ans, on aurait déjà financé tout ça. Donc ce qu'on explique en gros dans notre livre, c'est que l'argent est disponible, les solutions techniques sont connues, ça je crois que ça a été dit avant, et tout simplement ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'argent ne s'oriente pas vers la transition énergétique. Et nous, à l'issue du travail qu'on fait depuis 1 an dans le cadre de ces commissions officielles, on a l'impression que c'est un véritable problème parce qu'en gros, le monde financier, il dit « Oh, la transition énergétique, moi, il n'y a pas de problème. Ah oui, moi, les éoliennes et le solaire, j'adore. Pourquoi j'adore? Parce que de la manière dont c'est financé actuellement, ça rapporte 25% par an. Donc moi, oui, ça me plaît. Ça, tant que vous voulez. Et puis le reste, ah bon, il faut faire de l'hydroélectrique en Afrique. Ouais. Alors là, j'ai un petit problème parce qu'en Afrique, il y a un truc qui s'appelle le risque politique. Donc moi, c'est très risqué. Donc moi, je veux bien faire de l'hydroélectrique en Afrique. Il y a plein de ressources, hein, mais c'est 15% par an. Et d'ailleurs, c'est forcément 15% par an, puisque en gros, aujourd'hui, je mets mon argent sur le CAC 40, je mets mon argent dans n'importe quel produit boursier, produit dérivé, etc. Je gagne facilement 10, 15, 30. Donc, je suis très caricaturale, évidemment. J'espère qu'il n'y a pas trop de banquiers dans la salle. Mais aujourd'hui, la position du monde financier, c'est un peu ça. C'est de dire, oui, nous, on y va, mais c'est cher. Et le problème, c'est que la nature de ces investissements-là n'est pas compatible avec ce prix-là. Il est évident que le pays africain de base ne peut pas payer 15% par an son réseau hydroélectrique, et le résultat, c'est qu'il n'y a pas de réseau hydroélectrique. Et comme il n'y a pas de réseau hydroélectrique, il y a du bois, il y a de la cuisson, et puis il y a surtout du sous-développement. Et ces 3 trucs-là, en carbone, ça coûte très très cher. Donc, notre idée, c'est qu'il est urgent de financer rapidement et massivement la transition énergétique, tout simplement pour éviter des coûts qui vont être très importants, mais que pour ça, il faut faire en sorte que les capitaux s'orientent vers la transition énergétique. Donc on a tout un tas de propositions là-dedans. En gros, il y a un aspect qui concerne les banques, il y a un aspect qui concerne l'endettement des États, parce que vous avez sans doute entendu parler du fait que les États sont surendettés, donc même un investissement pas vert, en gros, en France, aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Hein. Comme disait un peu Arthur tout à l'heure, d'un côté, on fait des éoliennes, etc. Tout ça, c'est parfait, j'ai rien contre. D'un autre côté, il n'y a pas d'hôpitaux, donc on ferme des hôpitaux, on met des hôpitaux ailleurs, et puis comme il faut bien gérer les urgences, on emmène les gens aux urgences en hélicoptère. Je ne vous raconte pas la trace carbone. Hein. Et des exemples comme ça, on peut les multiplier à l'infini. On ne peut pas financer la SNCF, alors on met des cars. Non mais je suis désolée, un car, c'est peut-être très bien, mais les cars, pour l'instant, ils ne roulent pas au jus de citron. Enfin, il y a un certain nombre de choses comme ça. Bon. Donc, il y a des idées pour désendetter l'État, il y a des idées pour organiser les banques de manière à ce que les banques puissent financer, en gagnant de l'argent et en y trouvant un intérêt pour elles, la transition énergétique. Puis il y a surtout une dernière chose dont je vais parler, puis je vais m'arrêter, parce que je crois que ça n'a pas été abordé aujourd'hui et c'est fondamental. Avant tout ça, il y a mettre un prix sur le carbone. C'est-à-dire que le problème essentiel qu'on a aujourd'hui, c'est que les émissions de CO2, elles sont gratuites pour le pollueur, mais elles coûtent très cher à la société, et elles vont coûter, quand je dis à la société, c'est aux États. Hein, tout simplement parce que les émissions commencent à engendrer une dégradation du climat
qui coûtent objectivement. C'est-à-dire que le climat, ça commence à coûter. Il y a des inondations, va y avoir des pénuries alimentaires, il y a des problèmes climatiques, il y a des problèmes d'assurance, etc. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où, si vous voulez, le dommage qui est le CO2 n'est pas facturé. Donc la première recommandation, qui est, pour le coup est une recommandation sur laquelle les États sont d'accord et qui est inscrite dans l'accord de Paris, c'est le fait de mettre un prix au carbone. Alors, c'est quelque chose qui avance très très vite. Il y a deux idées sur le prix du carbone. L'idée, c'est que le prix ne peut pas être mondial, tout simplement parce que le coût de la vie en Inde ou en Chine n'est pas le même. Juste un ordre de grandeur, niveau de vie en France, PIB, 55 000 $ par an et par habitant. En Inde, c'est 1500. Donc, vous ne pouvez pas mettre le même prix. D'accord ? Donc, l'idée, c'est que c'est un prix qui est différencié par pays, mais que c'est bien un prix que les industries payent et qui s'applique aux frontières. Et l'idée, c'est de mettre des prix qui vont être négociés dans les accords douaniers internationaux et qui sont en fait ce qu'on appelle des corridors de prix, c'est-à-dire on met des prix relativement bas au départ pour ne pas créer de disruption massive dans les industries, et les prix comprennent des engagements d'augmentation. Donc en France, on parle de 20-30 $ la tonne, qu'on augmenterait à 80 $ par la tonne d'ici une vingtaine d'années. Donc ça va quand même assez vite. À 100 $ la tonne, c'est une vraie pénalité. Alors, on n'a pas du tout le temps d'en parler. Et là encore, on a fait un livre qui est court, mais qu'on a essayé de faire complet. Parce qu'il y a une chose qui n'est pas forcément dite comme ça, mais que je voudrais dire, c'est que qui dit application d'un prix du carbone dit relocaliser l'industrie, pour faire court. Tout simplement parce que 65% de l'énergie primaire fossile actuellement est utilisée dans le transport maritime et aérien international, qui n'est pas comptabilisé dans les émissions pays, puisqu'on ne comptabilise que les émissions territoriales. C'est ça la réponse au débat de tout à l'heure, ça monte, ça baisse. Quand votre brosse à dents arrive en Chine par container, aujourd'hui, dans les émissions de la France et dans les émissions de la Chine, il n'y a pas le transport de la brosse à dents, il n'y a que 40 km sur chaque côte, d'accord ? Aujourd'hui, le coût le pétrole du tanker qui transporte la brosse à dents, il est compté dans les émissions globales mondiales, mais pas dans les émissions des pays. Bon. Et ça, c'est un gros facteur d'émissions. Donc si on commence à taxer ça, tout simplement, ça coûtera très très cher. La brosse à dents, fabriquée en Chine, elle va passer à 20 € la brosse à dents. Donc à ce moment-là, la question de la refabriquer en France ou un peu plus près va se reposer. Donc je résume rapidement. La transition énergétique, au sens global, c'est-à-dire la transition plus exactement vers une économie décarbonée, aujourd'hui, on sait le faire techniquement. On peut avoir tout un tas de débats sur le nucléaire, le solaire, le voltaïque, ça m'est complètement égal. Aujourd'hui, on sait techniquement comment arriver à une économie décarbonée. Après qu'il y ait des choix, c'est une chose, mais on sait le faire. La deuxième chose, c'est qu'on sait combien ça coûte. Ça coûte pas tellement cher eu égard des sommes qui sont disponibles, et ça coûte surtout beaucoup moins cher que de ne rien faire. Troisième point, aujourd'hui, la raison pour laquelle ça ne se fait pas massivement, c'est que la finance va ailleurs. Donc si on veut vraiment financer ça, il faut réguler la finance, et pas seulement la finance, il faut mettre un prix du carbone, là-dessus tout le monde est d'accord, c'est en route, c'est en négociation, ça pose évidemment tout un tas de problèmes, notamment au niveau douanier, etc. Il faut espérer que les négociateurs et aussi la pression de l'opinion seront assez actifs pour qu'on ne mette pas 20 ans à se mettre d'accord sur un prix du carbone, parce que si on met 20 ans à se mettre d'accord sur un prix du carbone, on va vers un monde à 5-6 degrés avec des conséquences majeures. Écoutez, je vous propose de ne pas continuer plus avant, surtout que comme je n'ai pas de slide, c'est difficile de parler de chiffres et tout ça, donc voilà. Moi, j'ai plutôt envie de prendre vos questions. Voilà. Bonjour, je vous remercie pour votre concision. Alors, ça paraît clair que, comme vous dites, il y a l'argent. Bon, très bien. La question, en fait, si j'ai bien compris, c'est pas le financement. C'est pas de savoir combien ça coûte, c'est de savoir qui va payer. Alors, dans les personnes qui sont très très actives pour demander des modifications de la réglementation financière,
il y a une partie du monde financier lui-même. Pas tout, mais une partie. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je pense que oui, parce que ça défraie quand même beaucoup la presse. Vous savez sans doute que les taux d'intérêt n'arrêtent pas de baisser depuis la crise de 2008, depuis même avant. Et vous avez sans doute entendu dire que les États, maintenant, empruntent à taux très très bas, même à taux négatif. Vous savez ça, non? Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand l'État français emprunte, il emprunte sur les marchés à 0,2, 0,3, 1% par an. Bon. Même pas 1%, hein, c'est plutôt 0,2. Bon. Après, ça dépend des... Bon. Alors, ça pourrait être une bonne nouvelle pour l'État français, mais ça ne l'est pas, parce qu'en fait, la dette est déjà tellement importante qu'on ne peut pas, dans les conditions actuelles de financement, l'augmenter plus. Mais il y a des gens pour qui c'est une très mauvaise nouvelle, c'est les gens qui achètent la dette de l'État français. Vous comprenez ce que je veux dire? Et à votre avis, qui achète la dette de l'État français? Quand l'État français emprunte sur les marchés, qui achète? Eh bien, ceux qui achètent, c'est des fonds de pension et des caisses de retraite. Hein. L'un des plus gros détenteurs de la dette de l'État français aujourd'hui, c'est le groupe AXA. Et le groupe AXA, il a un méchant problème. Parce que le groupe AXA, il vous a garanti des pensions d'assurance ou de retraite, parfois à capital garanti, à 4 ou 5% par an. Et aujourd'hui, il doit financer ça avec de l'emprunt d'État qui ramène 0,2. C'est pas possible. Donc en fait, les taux d'intérêt sont beaucoup trop bas et il y a ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels ont vraiment besoin d'une relance par l'investissement dans les infrastructures de long terme. Une compagnie d'assurance et une caisse de retraite, ça ne se finance pas à 2 ans. Ça a besoin d'acheter de la centrale électrique en Afrique à 30 ans, du réseau de transport. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une partie des financiers qui ont absolument besoin de retrouver une classe d'actifs avec des rendements faibles, mais stables. Et celle-là, entre guillemets, elle est avec nous. Ils sont très, très actifs hein, dans les instances internationales, le G20, etc. Ils en ont besoin, parce que sinon, leur business model a un problème. Bon. Les financiers qui ne sont pas avec nous, c'est les banques qui ont... Alors, je caricature, hein, mais évidemment, les banques qui ont des départements de trading, qui achètent de l'option dérivée sur le CAC 40 ou le Brent, qui rapportent 30% par an, ils n'ont pas du tout envie de se retrouver demain dans un monde où... Bon, donc pour cela, il y a plutôt besoin du bâton, hein, effectivement. Mais en gros, le monde financier aujourd'hui, il est en déséquilibre. Et c'est pour ça qu'il y a une opportunité. En gros, les banquiers qui aujourd'hui gagnent 25% sur des produits dérivés, ils sont en train de gagner sur l'hypothèse d'un krach futur. Parce que la crise de 2008, elle n'a absolument pas été résolue. Il y a eu un gros trou et on a lancé la grosse machine à fabriquer des billets des banques centrales pour combler ce trou. Mais en fait, on est dans un monde extrêmement spéculatif où quand il y en a qui gagnent plein, il y en a qui perdent plein. On est dans un monde très risqué. Et si vous voulez, le niveau de risque et d'instabilité de la sphère financière est tel que de l'intérieur de la sphère financière, il y a un certain nombre de gens qui disent qu'il nous faut une relance de l'économie réelle. Et ça tombe bien parce que l'économie réelle, elle a besoin d'investissement pour faire la transition énergétique. Est-ce que ma réponse est claire? Donc oui, ce que vous dites, c'est oui, mais il y a un espoir. Voilà. Une autre question? Merci. Oui, enfin, il y aurait plusieurs questions. Mais sur le prix du carbone, moi j'aurais tendance à penser, parce que vous laissez penser, et les intervenants précédents aussi, que finalement, l'État, enfin les États, le pouvoir politique, ça bien-être n'aurait aucun pouvoir, etc., serait sous la coupe des financiers, ce que je ne pense pas. Je pense qu'en fait, les financiers ne font que ce que les politiques leur permettent de faire. Mais pour en venir sur le marché du carbone et le prix du carbone, d'après ce que je comprends, c'est qu'en fait, ça serait la main invisible du marché qui va régler le problème, ce que je ne crois pas du tout. Et par rapport à l'épisode précédent, où il y a eu un marché du carbone qui a fini en fraude massive, etc., pourquoi cette fois-ci, ça serait différent?
Alors, merci pour cette question. Et excusez-moi, parce que là, j'ai parlé tellement vite que, évidemment, bon. Alors, en ce qui concerne le prix du carbone, main invisible du marché, non, ce n'est pas ce qu'on propose. Pour votre information, Alain et moi, on est très actifs par ailleurs dans les cercles économistes pour dénoncer un certain nombre de conséquences qu'on considère comme néfastes de cette idée de main invisible du marché qu'en plus on considère comme assez mal fondée. Hein. Donc c'est pas bon. Ceci dit, il faut aussi éviter de rentrer dans les débats parce que, avant tout, par rapport au danger, au problème de la transition, je crois qu'il faut s'unir. Mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que nous, notre position, c'est de réguler. Il s'agit bien d'une régulation étatique imposée. On est pour un prix imposé, simplement sous forme d'un corridor. Hein. Et alors, imposé, il vaut mieux qu'on converge, mais ce n'est pas un prix de marché. C'est bien un prix de régulation. Ça, c'est le premier point. Hein. Et le deuxième point, c'est que la raison pour laquelle il y a effectivement un marché du carbone en Europe, qui est un marché de quotas échangeables, et la raison pour laquelle le prix est très bas, de l'ordre de 5 $ la tonne actuellement, ou 5 €, c'est-à-dire pas du tout ce qu'on recommande. Nous, on commence à 4 ou 5 fois plus. La raison pour laquelle ce prix du carbone est très bas, c'est que le nombre de quotas qui a été alloué pour le trading est beaucoup trop important. Bon. Donc nous, la manière dont on préconise la mise en place d'un prix du carbone, c'est pas un marché de quotas. C'est pas échangeable. C'est une taxe, y compris une taxe aux frontières. Alors, une autre question qui se pose, c'est comment on fait pour éviter que ça soit payé à la fin par l'usager final ? Parce qu'évidemment, Total et Engie peuvent payer la taxe, très bien, peuvent payer et puis après, ils la remettent dans le prix. Oui, sauf que ça ne se passe pas du tout comme ça, c'est-à-dire qu'à 20 $ la tonne, la taxe ne passe pas dans le prix, hein, tout simplement. Donc, ça veut dire que derrière, il y a un État extrêmement actif qui va réguler des marchés, qui va faire des programmes de transition, qui va évidemment mettre des subventions. Enfin, le prix du carbone régulé à 20 $ la tonne, c'est une très très grosse machine de régulation économique. Voilà. Je ne sais pas si... Hein. Donc c'est pour assurer sur la main invisible du marché. C'est ça que je veux dire. Excusez-moi, moi je n'ai pas bien compris comment on fixe le carbone. C'est-à-dire, vous parlez de mettre une taxe, mais comment on définit ? Vous avez un tanker qui arrive, qui débarque, à un moment il y a les taxes douanières. Comment on définit que là, sur ce produit-là, il va falloir taxer de temps ? C'est compliqué pour moi. Oui, non, mais c'est compliqué. Là, je suis très caricaturale dans ce que je dis. Mais là aussi, techniquement, on sait le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait établir le bilan carbone et on sait déterminer la trace CO2 d'un produit précisément si on veut le faire. Donc, en gros, la réponse, c'est que ce qui est taxé, c'est les émissions qui sont générées par la production d'un produit. Voilà. Voilà. Puis alors après, il y a d'autres questions. Il y a la question CO2, puis les autres gaz à effet de serre. Parce que le CO2 n'est pas le seul gaz à effet de serre. Pour l'instant, on se cantonne au CO2. Hein. Mais c'est effectivement compliqué. Hein. C'est compliqué, mais c'est un chemin sur lequel... c'est une chose qui avance, disons. Pour que ça marche, il faut que ça soit mondial, ou est-ce qu'on peut imaginer que l'Europe le décide tout seul ? Alors, disons que la réponse est mixte. L'Europe a suffisamment de poids dans les accords, dans le commerce international, tout simplement, pour que si l'Europe le décidait, ça aurait immédiatement des conséquences globales. Disons que la manière dont on voit les choses plutôt aujourd'hui, nous, mais ça c'est peut-être lié à notre positionnement, c'est que surtout ce qu'il faut, c'est qu'un certain nombre de grands gaziers et pétroliers mondiaux, dont le groupe Total, dont le groupe Engie, travaillent avec les régulateurs pour arriver à un consensus. Parce que si vous voulez, tout à l'heure j'ai entendu des choses sur EDF. Bon, un groupe comme Total a parfaitement compris que le pétrole n'était pas un business model viable pour lui à moyen terme. Donc c'est un peu la même réponse que pour les financiers. On n'est pas dans un monde dual où il y a un vilain État qui veut taxer
et puis des gens qui résistent. Ça, on a vu ce que ça a donné il y a quelques années en Bretagne. Si c'est ça, ça ne marchera jamais. On est plutôt dans un monde où, avec le pétrole qui descend à 20 $, parce que l'Arabie saoudite, qui elle aussi a compris qu'un jour le pétrole allait être taxé, se dit il vaut mieux inonder le marché et en profiter pour me débarrasser du gaz de schiste américain. Donc il y a quand même une vraie convergence actuellement. Donc l'idée, c'est plutôt d'avoir un certain nombre d'acteurs majeurs et un certain nombre d'avancées dans certains accords douaniers, principalement au premier chef sur les industries fossiles, et puis que ça engendrera le reste. Hein. Mon seul souci à moi personnellement, c'est que ça risque d'être très long, parce que les accords douaniers sont très longs à négocier. Mais je pense qu'on va y arriver. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Alors par contre, je vais devoir, désolé, mais oui. La salle est tellement généreuse, elle nous a accueillis. On a finance la semaine prochaine. Donc, et puis on a maintenant, le temps qu'on a maintenant, tant pis, ça ne sera pas à l'image. Donc ceux qui sont pas là, ils viennent à finance, c'est samedi prochain. Mais on doit arrêter. La salle est tellement gentille de nous accueillir. Je veux dire, on peut pas. Ils nous ont dit 18h là, ils nous ont rappelé, donc voilà. Alors juste pour vous dire, moi j'aimerais bien tout à l'heure, là, juste après, c'est très bien. Merci Mireille, merci vraiment tous les intervenants. C'est vraiment Merci grâce à vous. Un plaisir. Sans la confiance de la salle du Théâtre de Gennevilliers, sans votre confiance à vous, on n'aurait rien fait parce qu'on n'avait rien à vous proposer. D'accord ? Donc on espère que c'est ça qui va toucher. Je crois qu'on a brossé pas mal de choses. C'est ça qui va toucher vous. J'espère que vous allez en parler. Vous comprenez bien que du coup on a les solutions. Même s'il faut creuser encore la discussion, il y a quand même un espoir immense qui est là. Et rien que de le savoir, c'est peut être mobilisateur, ça. Donc on compte sur vous pour faire relais. On compte après sur, comme on vous le rappelle, il y aura un compte-rendu synthétique d'une page de page, très concis, qui vous sera diffusé, peut-être, que vous allez pouvoir prendre sur la page Facebook du collectif des tables rondes citoyennes. Il y a les captations vidéo qui seront pour que vous puissiez vous guider et que les gens puissent voir. Ça sera morcelé en séquence. Il n'y aura quasiment pas de montage, ce sera plutôt un découpage. Vous puissiez réécouter une séquence, transmettre la séquence, etc. Donc ça, c'est le travail qu'on fait et on a besoin de vous pour continuer. Vraiment, encore un grand merci aux bénévoles aussi qui ont été formidables. C'est la première fois qu'on le fait. On s'est retrouvés à midi, on a mis ça en place, ça n'a pas trop mal marché. Donc la caméra, tout, voilà. Merci beaucoup et j'espère qu'on y arrivera. À très bientôt.